Bonjour à tous, bienvenue pour la 5e vidéo de cette série complète et approfondie, l'école autrichienne d'économie, des fondements à l'anarcho-capitalisme. Après avoir étudié la valeur et les prix en 3e vidéo, ainsi que le capital et la structure temporelle en vidéo 4, on va aborder aujourd'hui un pilier central et particulièrement actuel, la théorie autrichienne de la monnaie, de la banque et de l'inflation. Vidéo dense, encore une fois, technique, philosophiquement riche, on va voir comment la monnaie émerge spontanément du marché. On va également parler de théorème de régression de Mises, de la distinction entre monnaie saine et monnaie fiduciaire. On va également parler des débats sur la banque libre versus banque centrale et pourquoi l'inflation est pour les Autrichiens un phénomène purement monétaire aux conséquences destructrices. Donc on va revenir à l'origine et à la nature de la monnaie en parlant des apports de Menger. On va parler de théorème de régression de Mises, on va parler de monnaie saine donc versus monnaie fiduciaire, de théorie de la banque, théorie de banque libre, de réserve fractionnaire et de banque centrale. On va parler d'inflation, on va la définir, on va parler de ses mécanismes et de ses effets destructeurs, et puis sur les implications philosophiques, économiques et politiques de tout ça. Donc, pour commencer, parlons de l'origine et la nature de la monnaie en parlant d'émergence spontanée, comme le dit Menger. Contrairement à la vision étatiste, la monnaie comme création de l'État aux conventions sociales, les Autrichiens expliquent l'origine de la monnaie par un processus de marché spontané. Encore une fois, dans le Grundsätze, sorti en 1871 de Karl Menger, et surtout dans le On the Origin of Money, sorti en 1892, Karl Menger montre que la monnaie émerge de l'échange bilatéral lorsque certains biens deviennent moyens d'échange les plus vendables, le fameux Most Marketable Goods. Comme exemple, on va parler d'une économie de troc. Il y a un fermier qui veut échanger du blé contre des outils, voilà, et cherche donc un bien intermédiaire très demandé, style sel, bétail, or, argent. Progressivement, ce bien gagne en liquidité et devient monnaie. Et donc la monnaie est un bien économique, comme les autres, choisi par le marché pour ses qualités. Divisible, durable, transportable et avec une rareté relative, puisqu'elle n'a pas besoin d'une autorité centrale pour exister. Ludwig von Mises, dans The Theory of Money and Credit, sorti en 1912, et dans l'Action humaine, propose le théorème de régression, le Regression Theorem, l'un des apports les plus puissants de l'école autrichienne. Comment un bien devient-il monnaie si sa valeur repose sur son pouvoir d'achat futur? Ça semble circulaire, dit comme ça. Et Mises répond, il nous dit que la valeur d'une monnaie aujourd'hui dépend de sa valeur d'hier, qui elle-même dépend de sa valeur d'avant-hier. Jusqu'au jour où ce bien avait une valeur d'usage non monétaire qu'on appelle le commodity value. En exemple, on va parler de l'or, puisque l'or avait une valeur comme bijou et matériaux avant de devenir monnaie. Et donc le théorème relie la valeur monétaire à la valeur subjective des biens en évitant toute circularité et confirmant le subjectivisme radical. Ce théorème rend impossible l'imposition durable d'une monnaie purement fiduciaire, puisque sans ancrage, par décret étatique, sans coercition continue. Et donc, il est l'heure maintenant de parler de différence entre monnaie saine et monnaie fiduciaire, entre commodity money et fiat monnaie. Les Autrichiens, évidemment, défendent la monnaie marchandise, l'or, l'argent ou toute autre marchandise librement choisie, contre la monnaie fiduciaire qui, elle, est imposée par l'État. Une monnaie saine a une valeur ancrée dans la rareté réelle du bien sous-jacent, puisqu'elle contraint les gouvernements et les banques. Alors que la monnaie fiduciaire, c'est souvent une valeur imposée par décret, donc un cours forcé, et soutenue par la violence étatique avec différentes interdictions, notamment en ce qui concerne la concurrence monétaire. Et donc, Mises et Rothbard montrent que la monnaie fiduciaire permet à l'État de financer ses dépenses par création monétaire, le seigneuriage, quoi. Ce qui constitue un impôt caché et donc une violation du principe de non-agression. Je ferai une vidéo évidemment spéciale et centrée sur ce qu'est le NAP et le principe de non-agression. Ne vous inquiétez pas. Les Autrichiens donc sont divisés sur les réserves fractionnaires, mais la majorité, comme Mises, Rothbard ou encore Hülsmann, les critiquent sévèrement.
On va donc parler de banque libre, de free banking, donc qui permet une concurrence entre les banques sans banque centrale ni privilège légal. La réserve ou les réserves fractionnaires, c'est le fait donc de prêter plus d'argent qu'on en a en dépôt et donc créer de la monnaie ex nihilo avec des risques systémiques. Et donc Rothbard la qualifie de fraude puisque promesse impossible à tenir simultanément. Et donc la Banque centrale, comme la Fed, la BCE, la Banque de France, tout ça, c'est vu comme un cartel protégé par l'État qui monopolise l'émission de monnaie, permet l'expansion du crédit artificiel et puis génère des cycles économiques. Là aussi, on en reparlera dans la vidéo numéro 6. Et donc Hayek, dans Denationalization of Money en 1976, propose même la concurrence complète des monnaies privées. Il est donc temps maintenant de parler d'inflation. On va définir via la définition autrichienne et les conséquences de cette dite inflation. Donc pour les Autrichiens, l'inflation, c'est une augmentation de la quantité de monnaie et non une hausse générale des prix qui est en réalité la conséquence, mais pas la cause. Mises nous dit que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Il y a plusieurs effets destructeurs de cette inflation. Par exemple, le premier effet, c'est la redistribution arbitraire des richesses. On appelle ça l'effet Cantillon. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent la nouvelle monnaie en premier en profitent. Donc les grands groupes industriels, admettons, l'État, mais aussi les banques. Il y a également une distorsion de la structure temporelle de production, ce qu'on appelle le mal investissement. Il y a, au travers de cette inflation, l'illusion monétaire et la destruction des signaux de prix. Et puis, c'est évidemment l'appauvrissement progressif des classes moyennes et populaires, comme l'a démontré, par exemple, l'hyperinflation autrichienne entre 21 et 22 et l'expérience de Weimar, qui sont évidemment des cas d'école. Et donc, la théorie monétaire autrichienne renforce la critique du monopole étatique, puisque la monnaie est un bien privé et pas un service public. La Banque centrale est l'instrument principal du financement inflationniste de l'État. Et il faut savoir que seule une monnaie concurrentielle et ancrée dans le marché respecte le fameux NAP, le Non-Aggression Principle. Et donc cela ouvre encore une fois directement la voie à ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme, ce qui est la privatisation complète de la monnaie et de la banque. Donc pour conclure, avec cette théorie monétaire, c'est que l'école autrichienne explique pourquoi les interventions monétaires étatiques génèrent inévitablement instabilité et appauvrissement. Dans la prochaine vidéo, la vidéo 6, on abordera la théorie autrichienne du cycle économique et surtout comment l'expansion du crédit artificiel provoque boom et crack. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et puis abonnez-vous pour ne rien rater à cette série jusqu'au bout. Comme d'habitude, restez rigoureux, restez libre. À très bientôt.